Urgent, Orban a été publiquement piétiné. Les jeux sales avant les élections ont viré au désastre. Le Premier ministre hongrois fait déjà ses valises. C'est la fin pour Orban et sa clique. On lui prépare déjà un règlement de compte brutal. Trump est humilié devant le monde entier. Le pouvoir est arraché des mains d'un fou. Le leader américain est à 2 pas du gouffre. Washington s'est soulevé. La Maison-Blanche est prise par la force. La Russie s'embrase de l'intérieur. Le dictateur a fini de jouer. Les troupes de choc russes appellent à renverser le tyran du bunker. Moscou a sombré dans un chaos dont Poutine ne sortira plus. Même les chiens fidèles du régime sont furieux. Dans le bunker se prépare un coup de poignard dans le dos. Alliance choc. La Turquie et la Syrie préparent un point d'acier pour l'armée ukrainienne. Ce n'est pas seulement de la diplomatie, c'est un coup d'état militaire. Les nouveaux alliés de Kiev sont prêts à entrer en bataille. Se préparent-ils vraiment à finir ce qui reste de l'armée russe ? Tout cela et plus encore dans notre édition. Point chaud. Le fiasco d'Orban. Le sale mensonge contre l'Ukraine a été révélé. À la veille de la bataille décisive pour le pouvoir, le Premier ministre hongrois a tenté le tout pour le tout, mais son plan sournois a échoué. Belgrade a publiquement humilié Budapest. Orban n'avait jamais connu une telle honte. Le compte à rebours a commencé. Le Premier ministre hongrois fait déjà ses valises. Les détails dans ce reportage. Le compte à rebours est lancé. Mais si ces élections restent relativement libres, il y a de fortes chances que le parti d'opposition Respect et Liberté, dont l'acronyme hongrois est TISA, et qui mène actuellement dans les sondages avec une avance à 2 chiffres, puisse remporter les élections. Il reste moins d'une semaine avant les élections en Hongrie. Et la température politique dans le pays monte en flèche. Et si le Premier ministre Orban a recours à des mesures autoritaires pour rester au pouvoir, alors il est évident que la probabilité que des élections soient truquées pour la première fois au sein de l'Union européenne est également assez élevée. Et voici une nouvelle provocation dans la campagne électorale de Viktor Orban. Dimanche, le Premier ministre encore en fonction a fait état d'un prétendu sabotage préparé en Serbie contre le gazoduc, par lequel le gaz russe arrive en Hongrie, et a fait allusion à une possible implication extérieure, en lançant bien sûr des accusations contre l'Ukraine. De plus, l'ami de Poutine a même convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale. Quand les Ukrainiens ont bloqué le gaz russe qui passait par l'Ukraine, nous avons pu mettre ce pipeline en service et augmenter sa capacité de transport. Bien que nous soyons sous un blocus gazier ukrainien, nous sommes toujours capables de fournir du gaz et par conséquent de l'énergie à la Hongrie. C'est pourquoi ce pipeline est si important. C'est un cordon ombilical. Si on le coupe, l'économie hongroise s'arrêtera. Actuellement, c'est encore une fois la campagne électorale. Elle est déjà entrée dans une phase émotionnelle. Ici, on joue sur les sens, sur les émotions. Et vu que les conseillers politiques russes travaillent et tentent ou imposent toujours à leurs clients, entre guillemets, n'est-ce pas, des options radicales, ce n'est que le début. Selon les autorités serbes, dans la région de Kanjiža, près du gazoduc Turk Stream, des sacs à dos contenant des explosifs et des détonateurs ont effectivement été découverts, à seulement quelques centaines de mètres du site. Cependant, la coïncidence de ces déclarations avec la dernière semaine de campagne électorale en Hongrie provoque déjà un écho politique notable. Belgrade n'a trouvé aucune preuve d'une piste ukrainienne dans la tentative de sabotage du gazoduc principal. La désinformation suggère que l'armée serbe et son personnel travailleraient pour une tierce partie en trouvant des explosifs ukrainiens et en accusant l'Ukraine pour cela. C'est faux. Le fabricant d'explosifs n'est pas forcément l'auteur ou l'instigateur. Certains diront que c'est peut-être profitable aux États-Unis d'Amérique en ce moment même. Une déclaration intéressante a été faite par le chef du renseignement ukrainien, Kirilo Boudanov. Selon lui, les arrangements politiques actuels ont une date d'expiration. Rien n'est éternel, ni le pouvoir en Hongrie, ni la situation actuelle. Quand Isa gagnera, ou plutôt si elle gagne, ce ne sera pas une défaite telle qu'Orban soit exclu de la communauté politique. Il continuera d'essayer de promouvoir ses propres intérêts. Je dirais même plus quand on bat un parti de ce genre dans le style d'Orban, des forces plus libérales. Si après 4 ou 5 ans, elle ne se montre pas à la hauteur, un Orban local revient car le peuple devient nostalgique, se disant que c'était mieux avant. Honnêtement, ils auront encore de nombreuses chances de revanche et c'est toujours le cas. Cela restera une zone de risque. Même si TISA gagne, n'oublions pas la tendance à la division de Bruxelles et les positions fortes de la Fédération de Russie là-bas. L'ennemi ne dort jamais et il faut lutter contre lui en permanence.
car la Moscovie continuera d'empoisonner la vie de ses voisins par la désinformation et l'intimidation des Européens. Elle pourrait même aller plus loin et risquer d'ouvrir un théâtre d'opérations, par exemple contre les pays baltes. Avec la déstabilisation mondiale, il pourrait se sentir plus libre d'agir de manière encore plus agressive qu'actuellement. Dès le 12 avril, nous saurons si le peuple hongrois peut changer de cap politique et mettre fin à l'ère Orban. Vous roulez pour les Ukrainiens au lieu de soutenir les Hongrois. Vous voulez un gouvernement pro-ukrainien et envoyer l'argent des Hongrois en Ukraine. C'est la vérité. Pour l'instant, les sondages préliminaires parlent d'eux-mêmes. Et le Premier ministre actuel entre dans la phase la plus turbulente de sa carrière politique. Cependant, n'oublions pas, même en cas de changement de pouvoir, ce ne sera que le début de la lutte du peuple hongrois pour son avenir européen. Folie à la Maison-Blanche. Trump a complètement perdu les pédales. Le président des États-Unis a franchi une ligne menant droit à l'oubli politique. Même ses alliés sont horrifiés par le comportement de Trump. Le mot « destitution » résonne sur la colline du Capitole. C'est le dénouement. Démocrates et républicains s'unissent pour arrêter ce fou. Voici les détails. Suite à ses propos injurieux et ses menaces sur les réseaux sociaux, certains politiciens américains s'inquiètent et remettent en question la santé mentale du président Donald Trump. Ouvrez ce putain de Détroit, sale bâtard de fou, ou vous brûlerez en enfer. L'ex-élue républicaine et fidèle alliée de Trump, Marjorie Taylor Greene, a critiqué la politique du président sur X, affirmant que Trump a tout simplement perdu la tête. Le détroit est fermé car les États-Unis et Israël ont lancé une guerre non provoquée contre l'Iran, basée sur les mêmes mensonges nucléaires diffusés depuis des décennies. Prétendant qu'à tout moment, l'Iran pourrait fabriquer l'arme nucléaire. Savez-vous qui possède l'arme nucléaire? C'est Israël. Ils sont tout à fait capables de se défendre seuls, sans que les États-Unis ne fassent la guerre, tuant des innocents et des enfants tout en payant pour cela. Les menaces de Trump de bombarder centrales et ponts nuisent au peuple iranien, ce même peuple que Trump prétendait pourtant vouloir libérer. Taylor Greene a été fidèle à Trump pendant des années, mais en juin dernier, elle a critiqué les frappes en Iran, affirmant que c'était un renoncement à sa promesse de mettre l'Amérique d'abord et d'éviter les guerres coûteuses à l'étranger. Après la démission de la procureure générale Pam Bondi, Trump prévoit un remaniement majeur du cabinet car il est de plus en plus déçu par les retombées politiques de la guerre avec l'Iran. C'est ce que rapporte Reuters, citant des sources internes à la Maison-Blanche. Tout remaniement potentiel pourrait servir de nouveau départ pour la Maison-Blanche avant une période politique difficile. 5 semaines de guerre ont fait grimper les prix de l'essence, chuter la cote de Trump et accru les craintes pour les républicains avant les élections de mi-mandat en novembre. Reuters. Il pense que ses décisions sont parfaites, qu'elles sont justes. S'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas sa faute, c'est du sabotage, on cherche à lui nuire. Il veut renvoyer Tulsi Gabbard, la chef du renseignement national, car les rapports ne lui plaisent pas. Il n'aime pas qu'il soit si pessimiste, parce qu'il raconte une chose, alors que le renseignement dit que le détroit d'Ormuz ne sera pas débloqué de sitôt. Plusieurs sources indiquent que Tulsi Gabbard, directrice du renseignement de Trump, et Howard Lutnick, secrétaire au commerce, pourraient faire partie des personnes licenciées. Mais c'est seulement parce qu'ils disent la vérité et qu'ils ne sont tout simplement pas d'accord avec les propositions de Trump. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, affirme que les écrits de Trump ressemblent à la tirade d'un fou furieux. Il menace de commettre des crimes de guerre et s'aliène ses alliés. C'est sa nature, mais ce n'est pas la nôtre. Notre pays mérite bien mieux que cela. Trump a promis l'isolationnisme en Amérique, a promis de mettre fin aux conflits extérieurs et de se concentrer sur le renouveau interne. Au lieu de cela, il a mis au premier plan des problèmes mondiaux. Des menaces sur le Groenland au début d'une guerre avec l'Iran. Aujourd'hui, sa politique a conduit les États-Unis à perdre leurs alliés. Comme à l'école, comme un petit voyou qui dit « soit tu fais ça, soit je te frappe, je t'insulte et je te cogne ». Et comme Trump a toujours été comme ça, depuis l'école, et que ça a marché pour lui, et que ça a marché aussi à la Maison-Blanche, il a cru que ça marcherait au niveau mondial. Alors que les Européens ne comprenaient pas au début,
Quel était le but des Américains? Quel était le plan? Où se cachait la politique sous ces couches d'idiotie? Le comportement et la façon de communiquer de Trump font qu'il a de moins en moins de partisans, même dans son entourage proche. Il n'accepte pas d'autres points de vue, ce doit être à sa façon et pas autrement. De nombreux politiciens et analystes affirment que, stratégiquement, la guerre avec l'Iran a échoué. Et tout cela pourrait même mener à la destitution de Donald Trump. Le Kremlin s'effondre, il faut chasser Poutine. Le compte à rebours pour le dictateur du Kremlin est lancé. Même ses chiens fidèles et ses propagandistes sont furieux. Les rats commencent officiellement à fuir le navire en perdition nommé Russie. L'effondrement du régime, qui, dans son entourage proche, sera le premier à le poignarder dans le dos. Regardez! La cote de popularité de Poutine a commencé à chuter. Que s'est-il passé? Pourquoi tout cela arrive-t-il? En une semaine seulement, la part des Russes qui font plutôt confiance au président a baissé de 5% et de 9% en un mois. Même les médias de propagande en parlent. Tout se passe comme prévu? Comme prévu? Comme prévu? Comme prévu? Tout simplement comme prévu. L'effet Remeslo a fonctionné. Il a lancé dans l'espace médiatique l'idée qu'il est temps pour les Russes de se soulever contre le régime de Poutine. Vous voyez donc ce qui se passe en ce moment. C'est le désordre et la confusion totale. Je vois déjà les signes d'un effondrement imminent du système. Le peuple ne veut plus de Russie unie au pouvoir, qui pratique délibérément des falsifications dénoncées avec fracas par Dourov lui-même. Dans un commentaire sous un sondage sur la chaîne d'un blogueur Z, où 80 000 personnes ont voté pour les membres de Russie unie, il a écrit que 90% d'entre eux étaient des bots. En effet, l'écrasante majorité des votes pour Russie unie, environ 90%, a été ajoutée par des bots de pays exotiques. Les bots sont bloqués, les votes n'ont pas encore été supprimés. Le travail sur des fonctions supplémentaires de lutte contre les bots, dans les sondages, est en cours. Il ne faut pas seulement combattre les bots, mais aussi les porte-paroles du Kremlin. Tout se passe comme prévu. Des blogueurs russes affirment déjà ouvertement que l'opération spéciale ne se déroule pas selon le plan de Poutine. 5e année d'opération spéciale. Kiev en 3 jours. Les troupes d'assaut déclarent déjà la guerre au Kremlin, réalisant qu'elles sont de la chair à canon pendant que les officiels et leurs familles mènent la belle vie. Le 13e se plaint que le ministère de la Défense mente en parlant de théorie du complot. Pendant que nos soldats meurent, eux, là-bas, ils font les beaux devant les Américains, négocient des visas, ils ont l'esprit d'encourage. Ce sont des ordres criminels délibérés, visant à broyer notre armée dans une guerre qu'ils prolongent comme par exprès. Les Russes, ayant signé des contrats, ont réalisé qu'ils avaient passé un pacte avec le diable pour une guerre sans fin. Quitter l'armée chez nous, les forces armées, c'est impossible, peu importe ce qu'on en dise. Et pourquoi sommes-nous traités comme de la pure vermine, franchement ? C'est vraiment ma grande question. Le Kremlin, de mèche avec le ministère de la Défense, a condamné son peuple à l'esclavage éternel sous les balles. La propagande se tait. Soloviev accuse l'Occident, Simonian vainc l'Ukraine en 3 jours. Pendant ce temps, partout en Russie, les ports et les raffineries de pétrole brûlent. Personne ne dit ce qui s'est réellement passé à Ust-Luga et Primorsk, sur l'ampleur des destructions causées par les drones ukrainiens. Silence. Kalachnikov admet aussi désormais que les forces ukrainiennes gagnent la guerre et que la Russie encaisse de plus en plus. Oui, voilà des événements bien tristes. Vous voyez, les attaques de drones s'intensifient. Ce que je craignais de la part des forces ukrainiennes, c'est arrivé. Les ports par lesquels transite le pétrole et ses dérivés, Ust-Luga et Primorsk dans la région de Leningrad, ont été frappés. Et comme l'a rapporté l'agence Reuters, Primorsk et Luga ont tous deux cessé leurs activités. C'est un coup très dur pour notre économie et notre budget en général. Les exportations de pétrole de la Fédération de Russie ont chuté de 40% après la frappe sur les ports de la région de Leningrad. Le Kremlin manque de fonds pour la guerre et il n'y a nulle part où en trouver. 5e année de démilitarisation de l'Ukraine et leurs drones, vous comprenez, arrivent et frappent. Pendant que les bons drones ukrainiens détruisent les usines militaires et les dépôts de carburant partout en Russie, sur le front, les commandants russes aident personnellement à achever la 2e armée du monde. Nous n'avons toujours pas de registre unique du personnel. Je ne parle pas des paiements. Il y a aussi beaucoup de problèmes là-dessus, mais du suivi, quand le contrat a été signé, la durée de formation, l'unité, la date du décès ou de la disparition. Est-il disparu ?
Ou bien n'y a-t-il aucune donnée sur lui alors qu'il est toujours compté comme actif pour que quelqu'un touche sa solde? Un autre blogueur Z, Maxime Klimov, se plaint du chaos dans l'armée de Poutine. C'est l'anarchie et la corruption totale, alors que le budget sert à payer des salaires qui engraissent le commandement. Pour ce qui est du suivi documentaire, de l'organisation des recherches et ainsi de suite, rien n'a été fait. Il n'y a plus de confiance, seulement de la colère. Pendant que certains sont au front, on dépouille leurs proches. Alors mon pote, va à la guerre, batte-toi pour nous. Et pendant ce temps, ta sœur et ta mère, restées seules sans toi avec leurs vaches, la seule chose qui les nourrit, on va débarquer chez elles et on va tuer leurs vaches sous leurs yeux. Plus de 30 000 personnes ont signé une plainte collective contre l'abattage des animaux adressée à Poutine et au gouvernement de la Fédération de Russie. Je pense qu'on devrait tous s'unir, les gens, pour essayer de comprendre et faire comprendre au pouvoir que si ça continue comme ça, eh bien le pouvoir lui-même n'en a vraiment plus pour très longtemps. Aucun blocage ni aucun policier ne pourra les sauver de ça. En Russie, une épidémie de fièvre afteuse a débuté dès février. C'est une maladie extrêmement contagieuse et dangereuse pour les animaux. Les autorités cachent soigneusement l'épidémie pour éviter une interdiction d'exportation de viande en prétextant un complot de l'Occident. Les anglo-saxons n'aiment pas du tout notre pays. Et je comprends qu'on puisse s'attendre à n'importe quelle bassesse de leur part, n'importe quoi. Et pour éviter que la maladie n'atteigne la région de Sverdlovsk, même si on sait que c'est possible par importation, car personne ne nous a encore expliqué comment des foyers d'infection sont apparus soudainement de façon si uniforme dans tout le pays. Même la fervente patriote Kachevarova comprend que ça sent le roussi. La situation empire de jour en jour. Chaque décision est mauvaise et ressemble à une insulte envers le peuple. Bientôt, ils nous forceront à filmer des vidéos. Pour remercier du blocage de Telegram et de la coupure des communications, pour remercier des impôts exorbitants, pour remercier de la taxe de recyclage, pour remercier de l'arrivée des migrants et de l'attribution d'appartements. Donetsk, Luhansk, préparez-vous à remercier pour l'eau que vous n'avez pas. Zaporizhia, vous remercierez pour les biens saisis au profit des proches du gouverneur. Remerciez pour l'argent détourné lors de la construction des fortifications. Remerciez parce qu'on ne nous a pas encore emprisonnés ou tués. Dans les villes russes, les gens ont déjà manifesté contre le blocage de fait des messageries et le ralentissement du réseau. Mais les forces de l'ordre ont réussi à disperser la foule. Mais il semble que ce ne soit que le début. La mèche est déjà allumée. Désormais, une année 2026 difficile et périlleuse attend la Russie. Le régime de Poutine s'effondre et la police ne pourra plus contenir la colère du peuple. Kiev s'implante au Moyen-Orient. Triple alliance Ukraine, Syrie, Turquie. Zelensky à Damas a balayé l'influence de Poutine. Un pacte de défense secret a été signé. La Syrie est prête à adopter les technologies ukrainiennes pour éliminer les occupants et la Turquie garantit cette méga-alliance. C'est l'acte final de l'exécution géopolitique des ambitions russes. Voici les détails. La Russie perd le Moyen-Orient. Zelensky est en Syrie. L'Ukraine reprend de l'influence dans ces régions. La Syrie est un pays où la Russie a dominé pendant des années. Base militaire, influence politique et contrôle de la région. Un groupe d'avions Tu-22 M3 est parti d'un aérodrome russe vers la base aérienne de Shmeimim. Et dans ce contexte, une visite inattendue. Volodymyr Zelensky se rend en Syrie pour la première fois et rencontre le dirigeant syrien. Cette étape, la venue du président Zelensky en Syrie, est si importante que le Kremlin ne sait pas encore comment la commenter. À mon avis, cela nous montre que le Kremlin est totalement sidéré par tout ça. Mais ce n'est pas tout. À Damas, outre la rencontre bilatérale, une réunion trilatérale a eu lieu avec l'Ukraine, la Syrie et la Turquie. Le président Zelensky est arrivé en Syrie à bord d'un avion turc, accompagné du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Et la veille, il y a eu une visite à Istanbul qui n'avait pas été annoncée auparavant. Et qu'ont-ils discuté avec Erdogan et pourquoi la Turquie a-t-elle aidé à organiser cette visite en Syrie? C'est un véritable cauchemar pour eux. C'est tout simplement, à mon avis, une panique absolue qui s'est emparée du Kremlin à ce sujet. L'accent est mis sur la sécurité, l'économie et la coopération. Nous avons convenu d'œuvrer pour la sécurité et le développement, discuter de la région et de la guerre russe contre l'Ukraine. Je suis reconnaissant pour le soutien. Il y a un grand intérêt pour l'échange d'expériences militaires et de sécurité. Nous avons aussi évoqué le rôle de l'Ukraine comme fournisseur fiable de produits alimentaires.
L'Ukraine propose son expertise militaire, surtout contre les drones et les missiles acquises lors de la guerre contre la Russie. C'est l'émergence aujourd'hui très marquante de l'Ukraine comme un acteur indépendant et important au Moyen-Orient, dans un contexte international particulièrement tendu et difficile, suite au début du conflit impliquant à la fois les États-Unis, Israël et l'Iran, alors que l'Iran lance ses drones Shahed de tous côtés. L'expertise de l'Ukraine devient si demandée que, soudainement, l'Ukraine fait une entrée fracassante sur le marché international de l'armement. Mais tout aussi important, la Russie a également été au cœur des discussions. Y aurait-il des dialogues secrets entre Kiev et Damas contre Poutine? Ou est-ce que Moscou s'invente déjà ses propres histoires de peur? Le Kremlin peut comprendre que l'histoire de tout dictateur, y compris Poutine, peut finir de la même façon. Quand les choses tournent mal, il s'avère que plus personne ne veut soutenir ce dictateur. Et comprendre quels mécanismes sont utilisés pour cela, comment cela se passe étape par étape, un tel récit peut non seulement contrarier le Kremlin, mais littéralement l'effrayer. Mais au Kremlin, on réagit déjà négativement. Les voyages ukrainiens au Moyen-Orient sont qualifiés d'inutiles. Horreur, horreur. Enfin l'horreur, mais pas l'horreur absolue. Le Kremlin s'est activé dans plusieurs directions. Pour les siens, il dit que ces voyages ukrainiens ne signifient rien. Et aux pays du Golfe, il raconte que l'Ukraine est inutile et que seul le Kremlin peut les aider. Mais d'où vient une telle activité? Ils ont simplement peur de perdre définitivement leur influence au Moyen-Orient, alors qu'en fait, ils la perdent déjà, n'est-ce pas? Parce que le fait est qu'en réalité, ils n'ont pas seulement cessé d'aider l'Iran, ils ne le peuvent plus. Une fois de plus, Poutine a démontré qu'il ne peut rien faire. Et bien sûr, après cela, quelle influence au Moyen-Orient? Eh bien, quasiment aucune. Mais Zelensky a clairement osé s'aventurer sur le terrain de Poutine. Il suffit de se rappeler le voyage du président aux Émirats arabes unis le 28 mars. On pouvait imaginer la fureur de Poutine, car comment est-ce possible? La Russie et les Émirats sont les meilleurs amis. Votre Altesse, cher ami, ravi de vous revoir à Moscou. Et je tiens à vous saluer cordialement, ainsi que toute votre délégation de haut rang. Et ce ne sont plus des visites fortuites, c'est une stratégie. L'Ukraine tisse un réseau de contacts au Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, où des accords sont déjà signés, à la Syrie, où l'influence russe ne sera plus que verbale. La stratégie est assez puissante, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit en fin de compte de travailler à rallier à sa propre cause, avec persévérance, les pays qui ont officiellement déclaré leur neutralité dans le conflit russo-ukrainien. Pendant que la Russie est occupée par la guerre en Ukraine, Kiev joue plus large et cela semble affecter le maître du Kremlin. Il est évident qu'un contact personnel, une visite à un tel niveau, est bien plus efficace qu'un simple coup de téléphone. Surtout avec un homme aussi étrange, absolument incohérent, illogique et lent d'esprit, au fond, comme Poutine. Eh bien sûr, cela inquiète énormément le Kremlin, tout comme son influence dans le monde et spécifiquement dans la région du Moyen-Orient l'inquiète. Mais pour l'Ukraine, de telles visites ont leurs avantages. Et il ne s'agit pas seulement de réduire l'influence de la Russie sur les pays du Moyen-Orient et du Golfe, mais surtout de réussite personnelle. Par conséquent, je dirais, voyage soudain et rapide à travers les pays du Moyen-Orient pose des défis totalement nouveaux et place l'Ukraine dans une nouvelle position. Pas comme un demandeur d'argent ou d'armes, mais au contraire, comme quelqu'un prêt à partager son expérience face à la dictature. Et c'est une entrée assez audacieuse de l'Ukraine sur de nouvelles positions. Le Moyen-Orient est une région où la Russie tente traditionnellement de maintenir son influence. Mais y parviendra-t-elle cette fois? Car l'Ukraine s'implante de plus en plus dans la région et cette série de visites n'est que le début. Kiev commence à jouer un nouveau jeu géopolitique, laissant la Russie comme d'habitude de plus en plus loin derrière. Loukachenko est acculé au pied du mur. Minsk a révélé le plan secret de Poutine. Toute la vérité sur l'industrie de défense biélorusse a éclaté au grand jour. Minsk ne peut plus cacher les secrets sanglants du Kremlin. Ces révélations sont vraiment choquantes. Les masques sont tombés. Sans ce soutien, la guerre de Poutine s'enliserait et coulerait en quelques heures seulement.
Découvrez tous les détails. Le principal satellite du Kremlin est à nouveau dans le collimateur pour sa loyauté envers son grand frère. Le président Poutine n'a de telles relations avec personne d'autre qu'avec la Biélorussie. C'est naturel, nous sommes des alliés. Bien sûr, c'est naturel car Loukachenko n'a pas d'autre choix que de servir Poutine avec foi et loyauté. Ce n'est pas un secret. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Biélorussie est devenue le principal allié du Kremlin. Il n'existe tout simplement pas de lien plus étroit entre ces pays que dans le domaine militaire. Bien que Loukachenko le nie à chaque occasion et affirme qu'il est contre la guerre. Nous sommes absolument et totalement contre la guerre, sans aucune hésitation, surtout nos officiers, nos soldats, qui partagent tous cette conviction profonde. Mais pas contre l'idée d'aider le dictateur du Kremlin. En fait, l'industrie de défense biélorusse est passée sur un pied de guerre. Depuis 2024, la Biélorussie fournit à la Russie des châssis pour la production de systèmes de missiles anti-aériens Pantsir S-1. Les livraisons concernent des plateformes modernisées avec une cabine blindée. Elles sont utilisées dans la nouvelle version du système. C'est ce qu'indique une enquête de Belpol. En témoigne, par exemple, une lettre officielle provenant de la société par Action Bureau de conception d'instruments Chipounov, adressée au tout premier directeur général adjoint, M. Golovatchev, dans laquelle il est fait état de cette situation particulière. Et ce document officiel indique que, conformément aux dispositions du contrat d'État établi pour la défense nationale et destiné au bureau d'études russe, il est prévu que des châssis MZKT modèle 79-33-112 pour équiper les véhicules Pantsir S doivent être livrés par lot de 6 unités, respectivement au cours des mois de juin, juillet et août de l'année 2024. Il ne s'agit donc pas de modèles d'exportation ou de nouvelles versions, mais d'une version du Pantsir adaptée pour l'armée russe. Une partie du contrat est probablement déjà remplie et le matériel est utilisé dans la guerre contre l'Ukraine. Ce sont des complexes mobiles. Et donc, sans ces châssis, le système de missiles anti-aériens Pantsir S se transforme en fait en une installation fixe qui sera facilement détruite par les moyens de frappe ukrainiens. Par conséquent, le système de missiles anti-aériens de moyenne portée couvre les sites logistiques et de transport clés de la Fédération de Russie. La base du système de défense aérienne échelonné autour de Moscou et de sa région est avant tout le Pantsir S-1, le Pantsir 5. Selon la publication, le passage au châssis biélorusse vise à éliminer les défauts techniques de la version précédente des Pantsir. C'est d'abord un problème du complexe militaro-industriel russe, c'est l'incapacité actuelle à produire les systèmes de défense aérienne eux-mêmes. Plusieurs points clés, une base technique obsolète, la pression des sanctions des États-Unis et des partenaires européens sur les entreprises de défense russes. Ensuite, le facteur externe, ce sont les frappes de drones ukrainiens sur les usines russes impliquées dans la production de systèmes de défense aérienne et antimissiles. L'industrie de défense biélorusse travaille en fait pour les besoins de l'agresseur russe. Outre la livraison de ferraille, de blindés et d'armes, la Biélorussie a transformé ses usines en centres de production en série pour l'armée russe. Le complexe militaro-industriel biélorusse fournit des composants à la Fédération de Russie. Le pays occupant représente environ 80% des exportations des entreprises de défense biélorusses. Ce n'est donc qu'un épisode. L'industrie de défense biélorusse participe aux réparations importantes et approfondies des véhicules blindés militaires, à la production d'obus pour l'armée, ainsi qu'à la formation du personnel navigant, notamment à Grodno. Loukachenko tente de satisfaire les appétits de Poutine sans entrer directement en guerre, sachant que cela pourrait lui coûter son poste. Pour lui, la loyauté affichée envers le Kremlin est un moyen de survie et de contrôle du pays sans participer à des combats ouverts. La base de la politique de Loukachenko est le maintien de son pouvoir personnel et sa transmission héréditaire. C'est pourquoi, par conséquent, à la base de son orientation externe, ici se trouve l'équilibre des forces, c'est-à-dire une tentative constante de plaire à tous les acteurs clés de la scène mondiale. Je note d'ailleurs que la Chine considère la Biélorussie comme un véritable tremplin stratégique pour son avancée militaro-politique sur le continent européen. Mais Loukachenko pourra-t-il jouer ses rôles sur le long terme ? Le dictateur autoproclamé se cherche déjà des partenaires fiables au-delà de Moscou.
Choc, Poutine joue son va-tout. Des fuites enflammant le web. La Russie prépare une offensive massive. Des ordres secrets sont déjà signés dans les bureaux du Kremlin. Mais l'Ukraine est prête à accueillir l'ennemi avec un poing d'acier. On prédit déjà à Moscou un fiasco sanglant. Kiev, en 3 jours, 2.0 ou la destruction totale de la Fédération de Russie. Regardez. La Russie se prépare à une nouvelle offensive en Ukraine. Selon Bloomberg, le Kremlin envisage le scénario d'une guerre prolongée d'1 ou 2 ans de plus. Le pouvoir russe, au fond, n'est absolument pas prêt aujourd'hui à accepter, ni même à envisager sérieusement, le fait que la guerre en Ukraine est, dans les faits, bel et bien perdue. Et même les objectifs éphémères, temporaires et changeants de la soi-disant opération militaire spéciale que le régime autoritaire de Vladimir Poutine s'était lui-même fixé au départ, ne sont pas du tout remplis, même pas à 50%. Loin de là. Malgré cela, les États-Unis affirment qu'une chance de dialogue subsiste, mais les positions des parties restent éloignées. Dans le même temps, les négociations de paix sont dans l'impasse, car la Russie exige des concessions que l'Ukraine refuse d'accepter. Mais la question principale n'est pas l'intention de la Russie, mais ses capacités. Et ici, le tableau est bien moins optimiste pour la Russie. Les forces ukrainiennes ont érigé un soi-disant mur de drones qui détruit la plupart des groupes d'assaut avant même qu'ils n'atteignent le front. En principe, à ce jour, la Russie ne peut obtenir aucun résultat significatif sur le champ de bataille en Ukraine, que ce soit sur le plan opérationnel, tactique ou même stratégique. Par conséquent, on peut constater que les dirigeants militaro-politiques russes s'éloignent considérablement de la réalité pour s'immerger dans une réalité parallèle qui ne correspond pas aux faits. Le rythme de l'offensive est minimal. Par endroits, les troupes russes n'ont progressé que de 15 mètres par jour. C'est un triste record en plus d'un siècle de guerre mondiale moderne. Sans parler du même record négatif depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les analystes notent également un ralentissement général. En mars, l'armée russe n'a pris que 23 km², soit bien moins qu'au début de l'année. Janvier 319 km², février 123 km², mars 23 km². Parmi les causes, les contre-offensives des forces ukrainiennes et les problèmes internes de la Russie. Par exemple, des pannes de communication et un accès limité aux technologies clés. De plus, sur certains secteurs, les Russes n'avancent pas, ils reculent. En particulier, les militaires ukrainiens les repoussent progressivement du secteur de Kupiansk. La Russie veut poursuivre la guerre et c'est la vérité. Ils espèrent toujours que leur campagne offensive du printemps-été 2026 donnera des résultats qui pourraient par exemple marquer un tournant pour eux. Mais c'est peu probable car la phase de lancement elle-même, qui a débuté dans la seconde moitié de mars, a totalement échoué. Nous constatons actuellement un taux de perte très élevé pour les troupes russes sur le champ de bataille et parallèlement l'un des taux de conquête de territoires ukrainiens les plus bas. Cependant, la hausse des prix du pétrole pourrait temporairement renflouer le budget russe et fournir les ressources nécessaires pour poursuivre la guerre. De plus, le Kremlin prépare la société à une nouvelle vague de mobilisation. Pour la première fois depuis 2023, l'Ukraine est passée à des actions de contre-attaque systématiques. Non pas une contre-offensive, mais bien des contre-attaques limitées, de nature tactique. Et depuis le 27 janvier, elles portent leurs fruits. Plus de 480 km² de territoire ukrainien ont été libérés, ce qui dépasse la superficie capturée par les troupes russes sur la même période. Malgré les préparatifs d'offensive, la Russie se heurte à la réalité. Une progression lente, des pertes et une défense ukrainienne efficace. C'est précisément cette réalité qui pourrait devenir le principal frein au plan du Kremlin. C'est tout, mais retrouvez d'autres nouvelles brûlantes du front dès le prochain numéro.